Herbert Lom. Né Herbert Karel Angelo Kuchetowicz ze Sluderpakru en 1917 dans une famille juive à Prague, Herbert Lom a fui la Tchécoslovaquie occupée par les nazis en 1939. Échappant de justesse à l'Holocauste qui a décimé une grande partie de la population juive d'Europe, il a anglicisé son nom en Lom et a lancé une carrière dans le théâtre et le cinéma britannique, devenant un pilier du cinéma d'après-guerre. Le regard perçant de Lom et sa voix imposante faisaient de lui un méchant recherché. Il a terrifié le public en tant que chef de gang psychopathe dans The Lady Killers et a apporté du poids aux épopées historiques comme Spartacus. Pourtant, son rôle le plus emblématique était comique. Le commissaire en chef Dreyfus, perpétuellement exaspéré, rendu fou par l'inspecteur Clouseau, maladroitement interprété par Peter Sellers dans la série La Panthère Rose. Bien que l'homme ait rarement abordé publiquement son identité juive, son évasion de Prague le hantait. Plus tard, il a réfléchi à la perte de membres de sa famille dans l'Holocauste, un traumatisme qui a renforcé son interprétation de personnages tourmentés. Malgré le typecasting en tant que méchant européen, il a embrassé sa niche. « Tucker, j'ai joué des nazis, des fous et Napoléon, tous avec le même accent. » Polyglotte maîtrisant 6 langues, l'homme écrivait également des romans et peignait. Son héritage perdure dans sa rare capacité à équilibrer menaces et vulnérabilité, prouvant que même les méchants pouvaient être inoubliables. Il est décédé en 2012 à 95 ans. Shari Lewis. Né Sonja Phyllis Hurwitz en 1933 d'un père magicien juif et d'une mère qui prônait l'éducation, Shari Lewis a transformé son amour d'enfance pour la marionnette en un héritage de rire et d'apprentissage. Son père, professeur à l'université Yeshiva, lui a inculqué le pouvoir de raconter des histoires, un don qu'elle utiliserait plus tard pour redéfinir la télévision pour enfants. Fuyant le milieu dominé par les hommes de la marionnette des années 1950, Lewis a tracé sa propre voie avec une chaussette nommée Lamb Chop. Son émission, Lamb Chop's Play Along, est devenue un phénomène des années 90, mêlant chansons entraînantes et leçons subtiles sur l'équité et la gentillesse. Valeurs enracinées dans son éducation juive. Dans les coulisses, elle se battait contre les dirigeants qui qualifiaient son travail de fait pour les filles. Pourtant, son esprit et sa chaleur lui ont valu 12 Emmy et des générations de fans. Bien que rarement manifeste, son identité juive a façonné sa mission. Elle a discrètement tissé des récits de communauté dans ses scripts et est devenue plus tard une ardente défenseuse de l'éducation sur l'Holocauste, veillant à ce que les chapitres les plus sombres de l'histoire ne soient pas oubliés. Sa fille, Mallory, perpétue aujourd'hui l'héritage de Lamb Chop, un témoignage de la conviction de Louise que le divertissement doit autant guérir qu'amuser, de sa première marionnette, fabriquée lors de sa convalescence adolescente après une opération, à son dernier spectacle en 1998, Shari Lewis a prouvé qu'une chaussette, une chanson et un peu de chutzpah pouvaient changer le monde. Un enfant, David Mamet, né en 1947 dans une famille d'immigrants juifs d'Europe de l'Est à Chicago, David Mamet a transformé le rythme et l'ambiance de la vie juive urbaine en or théâtral. Ses pièces, comme Glengarry Glen Ross, crépitent avec le Mamet Speak, un rythme saccadé qui résonne avec les cadences des rues imprégnées de yiddish de ses ancêtres. Se proclamant talmudiste de coin de rue, Mamet a puisé dans son éducation laïque pour des histoires de magouilleurs et de brise-cœur. Mais c'est son film de 1991, Homicide, qui a révélé son âme juive, suivant la crise identitaire d'un agent du FBI face à la violence antisémite. Plus tard dans sa vie, il a choqué ses fans en adoptant le judaïsme orthodoxe, échangeant sa rébellion en veste de cuir pour l'étude de la Torah, déclarant « Le judaïsme n'est pas une foi, c'est la vérité ». Le parcours de Mamet n'a pas été sans controverse. Son passage de fervent libéral à provocateur conservateur a divisé les audiences, mais son impact sur la narration juive reste indéniable. Qu'il s'agisse de disséquer la cupidité dans Glengarry ou de se quereller avec les critiques sur Twitter, le travail de Mamet pose une question incessante. Qu'est-ce que cela signifie d'être juif dans un monde qui ne cesse de regarder? Jerry Douglas. Né Gerald Rubinstein en 1930 dans une famille de Brooklyn fuyant l'Europe de l'Est. Pogrom. Jerry Douglas est devenu la voix juive la plus durable de la télévision de jour. Pendant près de 40 ans, il a interprété John Abbott dans Les Feux de l'amour, un rôle qui a brisé les barrières en incarnant un patriarche fièrement juif dans un genre dominé par des archétypes WASP. Hors écran, la vie de Douglas reflétait la résilience de son personnage. Marié à la survivante de l'Holocauste Kate Bowman, il a transformé leur histoire d'amour en activisme, organisant des visites guidées à Auschwitz et collectant des fonds pour les survivants. « Nous ne pouvons pas laisser la haine réécrire l'histoire », disait-il, sa voix tremblant sous le poids des proches perdus.
Douglas a écrit des drames sur les luttes des immigrants, les mettant en scène dans des théâtres off-Broadway sous des pseudonymes. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il était resté dans un feuilleton pendant des décennies, il a souri. Où ailleurs qu'un garçon juif de Brooklyn pourrait-il enseigner à des millions de personnes la famille, le pardon et le gefilte fish? Quand Jerry Douglas est décédé en 2021 à 91 ans, il a laissé un héritage aussi complexe que les dîners de la famille Abbott, preuve que même au pays du mélodrame moussant, les histoires juives pouvaient occuper le devant de la scène. Bruce Weitz. Né en 1943 dans une famille juive du Connecticut, Bruce Weitz a utilisé son allure bourrue pour briser les stéréotypes des gentils garçons juifs d'Hollywood, se transformant en Mick Belker, le détective sauvage de Hill Street Blues, un rôle qui lui a valu un Emmy alors qu'il rongeait des cigares et grognait des répliques comme un chat de gouttière acculé. Pourtant, derrière le personnage du dur à cuire, se cachait un acteur formé à Yale qui a relancé les classiques du théâtre yiddish, les qualifiant de battements de cœur de mon héritage. Weitz a subtilement incarné ses racines juives, prêtant sa voix à Judas, le frère de Moïse, dans Le Prince d'Égypte et finançant l'éducation sur l'Holocauste, hanté par des parents perdus dans les camps. Activiste engagé toute sa vie, il a défilé pour les juifs soviétiques et les droits des LGBTQ+, prouvant que même le flic le plus dur de la télé pouvait être un quiet mensch. Son héritage? Un modèle pour que les acteurs juifs s'approprient les rôles d'anti-héros et une audition légendaire où il aboyait comme un chien pour effrayer les directeurs de casting et les convaincre de l'embaucher. Anne Meara. Une Irlandaise catholique née à Brooklyn qui plaisantait en disant qu'elle avait épousé le judaïsme et ne l'avait jamais rendu, Anne Meara est devenue, par accident et par la pure force de son esprit, la matrone juive la plus vive de la comédie. Après sa conversion pour son mari, Jerry Stiller, en 1954, le duo a dominé la radio des années 1960 avec des sketchs comme Herschel Horowitz, sa satire des princesses juives américaines qui se situait entre stéréotypes et subversion. Hollywood l'a jugée trop ethnique pour des rôles principaux. Alors, elle a volé la vedette dans Archie Bunker's Place et The King of Queens, tout en écrivant des pièces sur le chaos interreligieux. Son fils, Ben Stiller, l'a plus tard appelée la seule convertie qui débattait du Talmud mieux que le rabbin. Et son héritage vit dans chaque comique juif qui ose rire de et avec son propre ADN. Arthur Miller, fils d'immigrants juifs polonais ayant tout perdu pendant la Grande Dépression, Arthur Miller transforma l'effondrement familial en Willy Loman dans Mort d'un commis voyageur. Un juif ordinaire, brisé par le rêve américain creux. Ses pièces étaient des champs de bataille moraux. Les sorcières de Salem attaquaient le macartisme à travers les procès de sorcières. Après la chute, luttaient avec la culpabilité de l'Holocauste. Et son mariage avec Marilyn Monroe, qui s'est convertie au judaïsme, est devenu une lentille à tabloïd sur l'antisémitisme. En défiant le HUAC en 1956, il a grogné « Mes ancêtres n'ont pas fui les pogroms pour que je dénonce des noms », consolidant ainsi son rôle de conscience de l'Amérique. Plus tard, il a lutté pour les Juifs soviétiques et les droits des Palestiniens, insistant sur le fait que l'art doit déranger les confortables. Sa maison à Brooklyn abrite encore la synagogue que son père a construite. Une fondation littérale pour l'homme qui a universalisé l'angoisse juive. Seka Sablik. Né à Zagreb, une force qui a esquivé les balles et les censeurs, Seka Sablik a utilisé le cinéma yougoslave pour faire passer des histoires juives à travers le rideau de fer. Née en 1952 dans une famille juive croate, elle a joué dans Le Boulot, un drame sur l'Holocauste interdit pendant des décennies, plaisantant plus tard. Le communisme n'a pas pu tuer ce que le fascisme n'a pas pu effacer. Lorsque les guerres des Balkans ont éclaté, elle s'est enfuie en Serbie, puis est revenue en Croatie pour cofonder le festival du film juif de Zagreb, ressuscitant des récits séfarades et ashkénazes, effacés par régime après régime. Laïque mais inébranlable, elle allumait des bougies de Shabbat sur les plateaux de tournage, disant aux équipes « C'est ainsi que nous les survivons ». Son héritage? La preuve que même dans les coins les plus sanglants de l'Europe, les histoires juives, comme Sablik elle-même, refusent de rester enterrées. Alla Nazimova. Née Myriam Edez, Adelaida Levington, en 1879 dans une famille juive de Crimée, Alla Nazimova s'est hissée des rues d'Odessa, assombrie par les pogroms, au rang d'aristocrate du cinéma muet, devenant la première diva d'art et essai d'Hollywood. Elle a anglicisé son nom pour échapper à l'antisémitisme, puis a construit un mur lavande, manoir, le Garden of Allah, où elle organisait des soirées avant-gardistes et jouait dans Salom, un échec teinté queer et infusé de yiddish qui l'a ruiné, mais a ensuite inspiré un culte révérence. Son style de jeu, forgé dans les théâtres yiddish de Saint-Pétersbourg, mélangeait hyper-réalisme et camp hypnotique, un mélange que les critiques qualifiaient de « trop juif pour l'Amérique grand public ».
Mise sur liste noire, après avoir refusé des rôles stéréotypés dans les films parlants. Retour triomphal des années 1940 en tant que mère accro à la morphine de Garbo dans Since You Went Away, sifflant ses répliques comme une femme qui a survécu à sa propre légende. Il voulait de l'exotique, ricana-t-elle, jusqu'à ce qu'il réalise que l'exotique signifiait juif. Allen Garfield, un garçon de la yeshiva de Newark devenu le spécialiste des rôles de crapules du cinéma des années 70, Allen Garfield a transformé son angoisse juive en rôle de magouilleur nerveux et transpirant dans The Conversation et Nashville. « J'ai joué des hommes qui vendaient leur âme », a-t-il dit, mais toujours avec une culpabilité profonde, de Kishke. La carrière de Garfield reflétait ses personnages. Il a évité les listes noires de l'ère McCarthy en jouant sous des pseudonymes, puis a lutté contre le typecasting en tant que mafieux. Son heure de gloire a été son rôle de producteur corrompu dans The Stuntman, une méta-commentaire sur l'effacement de la complexité juive à Hollywood. Après qu'un accident vasculaire cérébral l'ait réduit au silence en 2003, il plaisantait. Maintenant, je suis juste un autre halte cacaire attendant la version finale. Nadira, la reine écarlate de Bollywood à Bombay, est née Florence Ziguiel en 1932 dans une famille juive de Bagdad, ses ancêtres fuyant la persécution ottomane. Renommée Nadira, elle s'embrasa dans des classiques des années 1950 comme Shri 420, jouant des tentatrices vampiriques qui fumaient, buvaient et se moquaient de la pureté hindoue. Une subversion qui enthousiasmait les spectateurs mais l'enferma dans le rôle de la juive corruptrice. Hors écran, elle affichait son identité en sari d'écolier en forme d'étoile de David, répondant au bigot. Mes ancêtres construisaient des synagogues ici quand les vôtres adoraient des vaches. Interdite dans les années 70 pour avoir refusé des rôles douteux, elle a relancé sa carrière en tant qu'actrice de caractère, finançant les écoles juives en déclin de Mumbai. J'ai survécu aux films parlants, aux tabloïds et aux bigots religieux, riait-elle. Les dents de Bollywood n'ont pas pu me mordre. Buddy Hackett, un visage de Brooklyn avec une voix comme un kazoo coincé dans une mêlée, Buddy Hackett a transformé le comique du Borscht Belt en hors grand public. Son numéro, un mélange de jurons yiddish, de blagues sur les paix et d'esprit talmudique, a fait de lui un incontournable de Vegas et le fou résident du Tonight Show. Il a volé la vedette dans It's a Mad, 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 Mad World en jouant un comploteur criard, improvisant des répliques comme « Je vais devenir sérieux pour ça ». Et il a prêté sa voix à Scuttle dans La Petite Sirène. Hackett portait son judaïsme comme un costume froissé, sans s'excuser. Il a levé des fonds pour Israël et s'est moqué des critiques. Il me traite de vulgaire. Dites-moi, qu'y a-t-il de chic dans le fait de survivre à un pogrom? Lorsqu'il est mort en 2003, son épitaphe plaisantait. Enfin, un public silencieux. Charlotte Ray, née Charlotte Ray Lubotsky en 1926 dans une famille juive à Milwaukee. Elle a échappé aux stéréotypes de la mère de sitcom en insufflant à Madame Garrett de The Facts of Life une chaleur et une intelligence yiddish, un rôle qu'elle a combattu pour élargir au-delà de la cuisine. Vétéran du théâtre yiddish, Ray a glissé la résilience juive dans sa comédie, plaisantant un jour. « J'ai appris aux filles à rire à travers la puberté. Mes ancêtres riaient à travers les pogroms. » Hors écran, elle a défendu la sensibilisation à l'autisme inspirée par les luttes de son fils et chantait des airs klezmer lors de galas de charité. Son dernier adieu en 2018 a laissé un héritage, prouvant que les matriarches juives attentionnées pouvaient surpasser même les adolescents les plus snobs de l'école Eastland. Ricardo Cortés, le premier détective du grand écran dans Le Faucon maltais, est né Jacob Krantz en 1900 à des immigrants juifs autrichiens, son nom effacé par les dirigeants du studio qui le présentaient comme un amant latin. Cortés s'est appuyé sur le mensonge, enflammant les films noirs d'avant le code tout en finançant les frais de yeshiva de son frère. Je jouais des gangsters et des gigolos, haussait-il les épaules. Mais ma bubby demandait toujours quand j'épouserais une gentille fille juive. Mis sur liste noire après la Seconde Guerre mondiale pour avoir refusé des scripts anticommunistes, il s'est réinventé en tant que réalisateur de drames radiophoniques yiddish, grognant. Ils peuvent prendre mon nom, pas ma neshama. Mort en 1977, il laissa un paradoxe. Le caméléon oublié de Hollywood qui portait un tali sous son trench coat. Ed Ames, Edmund Dante Oirich, né de parents juifs ukrainiens en 1927, métamorphosé du crooner des Ames Brothers au stoïque Mingo de Daniel Boone, un rôle amérindien qu'il a imprégné d'une gravité talmudique. Son hit de 1967, My Cup Runneth Over, a dominé les charts. Mais en dehors du micro, Ames a lutté contre le typage. Il voulait que je joue des sauvages nobles, alors je les ai rendus des érudits nobles. Vocal sioniste, il a investi ses royalties dans la plantation d'arbres en Israël et a chahuté Ed Sullivan pour couper son spécial Hanouka. J'ai chanté Sénat, Sénat à 50 millions d'Américains.
se vanta-t-il. Prends ça, Mel Gibson. Ce fils né à Londres de réfugiés juifs lituaniens a quitté l'école de droit pour la scène, devenant la voix de Proust à la radio britannique et gardien discret du folklore ashkénaze. Ses performances dans Ring Round the Moon dégoulinaient d'une ironie délicieusement juive, selon les critiques, tandis que son livre audio, Les 1001 nuits, faisait un clin d'œil aux racines séfarades. Activiste discret, Jason a introduit en cachette des contes yiddish dans les drames de la BBC, disant un jour en plaisantant « Si la Bible s'en apercevait, ils appelleraient cela une subversion ethnique. Moi, j'appelle cela Tikkun Olam ». Eugene Levy, le roi de l'humour pince sans rire, né de parents juifs roumains en 1946, a transformé Bobby Bittman de Scott V. Hahn en une satire du stéréotype du gentil garçon juif d'Hollywood, puis l'a bouleversé avec Johnny Rose dans Schitt's Creek, un patriarche aussi névrosé que noble. Mes parents ont échappé à Hitler. Moi, j'ai échappé au rôle stéréotypé, plaisantait-il, et mis en main. Le secret de Lévy, parsemer le slapstick d'un esprit yiddish cop comme Moïse de Minsk rencontre Marx. Son héritage, prouver qu'un juif en carreau pouvait redéfinir le cool canadien sans sirop d'érable nécessaire. James L. Brooks, né en 1940 dans une famille juive à Brooklyn, James L. Brooks a transformé la névrose en une forme d'art, créant des chefs-d'œuvre télévisuels et cinématographiques comme Les Simpsons et Tendre Passion, qui mêlaient esprit acéré et empathie aux inflexions juives. Commençant comme écrivain pour les nouvelles de CBS, il s'est lancé dans la comédie avec The Mary Tyler Moore Show, créant des personnages qui luttaient avec l'identité et l'appartenance, des thèmes faisant écho à sa propre enfance juive laïque. Ses films, des dilemmes éthiques de broadcast news à As Good As It Gets. L'humanité désordonnée imprégnée de Jüdischkeit, d'urgence morale, d'humour comme armure et d'une tendresse pour les opprimés. Bien que rarement explicite, sa sensibilité juive a façonné l'âge d'or des sitcoms hollywoodiens, prouvant que la dysfonction pouvait être divine. Philanthrope discret, il a financé des bourses pour les étudiants juifs, plaisantant une fois. Si tu as la chance d'avoir une place à table, tu ferais mieux de tirer plus de chaises. Al Jolson. Né Asa Jolson en 1886 de père chantre juif lituanien, Al Jolson est devenu la première superstar des États-Unis en masquant son traumatisme avec sa figure de minstrel et des gestes de jazz. Fuyant la violence antisémite, sa famille s'est installée à Washington, où le jeune Asa a perfectionné ses talents scéniques dans des synagogues avant de se rebaptiser Al. La sensation des spectacles de minstrel, son film de 1927, le chanteur de jazz, l'histoire du fils d'un chantre choisissant le showbiz plutôt que la tradition, a propulsé les films parlant dans l'existence, même si ses performances en blackface projetaient une ombre toxique. En privé, Jolson luttait avec sa double identité, finançant des orphelinats juifs et chantant aux troupes désespérées avec Adeva. « Je suis juif d'abord, en dernier et toujours », déclara-t-il. Pourtant, son héritage reste un paradoxe. Un pionnier qui a brisé des barrières en exploitant d'autres, sa voix comme un pont entre le chagrin des Shtetls et l'ambition américaine. Richard Dreyfuss. Une puissance miniature née en 1947 d'un avocat juif à Brooklyn. Richard Dreyfuss est devenu l'anti-héros de tous les jours des années 1970. Du cynique de American Graffiti à l'océanophobe de Jaws. Son rôle primé aux Oscars dans The Goodbye Girl a mis en avant un charme névrotique imprégné d'humour juif, bien qu'il ait rarement joué des rôles explicitement juifs. Une frustration qu'il a plus tard qualifiée de taxe d'assimilation d'Hollywood. Ouvertement fier de son héritage, Dreyfuss a défendu l'éducation sur l'Holocauste, a narré des documentaires sur l'histoire juive et a critiqué le typage dans l'industrie. Il voulait que je joue des comptables, pas des astronautes. Son activisme a atteint son apogée avec la promotion de l'éducation civique, présentant la démocratie comme la valeur juive ultime. Survivant d'addiction et d'accidents de voiture, c'est le mensch d'Hollywood en blouson de cuir. Preuve que le chutzpah et les pommettes peuvent résister à n'importe quel requin. Ephraim Zimbalist Jr., fils du violoniste virtuose juif Ephraim Zimbalist et de la star d'opéra Alma Gluck, Ephraim Zimbalist Jr. a échangé les salles de concert pour des séries policières à la télévision, devenant le beau gosse à la mâchoire carrée de 77 Sunset Strip et du FBI. Né en 1918 dans une famille fuyant les pogroms russes, il minimisait son héritage à une époque où Zimbalist semblait trop ethnique pour les premiers rôles. Pourtant, son autorité calme faisait écho à la précision musicale de son père. Héros de la Seconde Guerre mondiale blessé à la bataille des Ardennes, il a ensuite narré des documentaires sur l'Holocauste, sa voix étant un pont stable entre la tragédie et l'espoir. Hors écran, il finançait des bourses de musique pour des prodiges juifs. Plaisantant, je peux avoir quitté la symphonie, mais elle ne m'a jamais quitté. Son héritage.
Un rappel que même les agents pouvaient porter une mélodie cachée. Douglas a écrit des drames sur les luttes des immigrants, les mettant en scène dans des théâtres off-Broadway sous des pseudonymes. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il était resté dans un feuilleton pendant des décennies, il a souri. Où ailleurs qu'un garçon juif de Brooklyn pourrait-il enseigner à des millions de personnes la famille, le pardon et le gefilte fish? Quand Jerry Douglas est décédé en 2021 à 91 ans, il a laissé un héritage aussi complexe que les dîners de la famille Abbott, preuve que même au pays du mélodrame moussant, les histoires juives pouvaient occuper le devant de la scène. Bruce Weitz. Né en 1943 dans une famille juive du Connecticut, Bruce Weitz a utilisé son allure bourrue pour briser les stéréotypes des gentils garçons juifs d'Hollywood, se transformant en Mick Belker, le détective sauvage de Hill Street Blues, un rôle qui lui a valu un Emmy alors qu'il rongeait des cigares et grognait des répliques comme un chat de gouttière acculé. Pourtant, derrière le personnage du dur à cuire, se cachait un acteur formé à Yale qui a relancé les classiques du théâtre yiddish, les qualifiant de battements de cœur de mon héritage. Weitz a subtilement incarné ses racines juives, prêtant sa voix à Judas, le frère de Moïse, dans Le Prince d'Égypte et finançant l'éducation sur l'Holocauste, hanté par des parents perdus dans les camps. Activiste engagé toute sa vie, il a défilé pour les juifs soviétiques et les droits des LGBTQ+, prouvant que même le flic le plus dur de la télé pouvait être un quiet mensch. Son héritage? Un modèle pour que les acteurs juifs s'approprient les rôles d'anti-héros et une audition légendaire où il aboyait comme un chien pour effrayer les directeurs de casting et les convaincre de l'embaucher. Anne Meara. Une Irlandaise catholique née à Brooklyn qui plaisantait en disant qu'elle avait épousé le judaïsme et ne l'avait jamais rendu, Anne Meara est devenue, par accident et par la pure force de son esprit, la matrone juive la plus vive de la comédie. Après sa conversion pour son mari, Jerry Stiller, en 1954, le duo a dominé la radio des années 1960 avec des sketchs comme Herschel Horowitz, sa satire des princesses juives américaines qui se situait entre stéréotypes et subversion. Hollywood l'a jugée trop ethnique pour des rôles principaux. Alors, elle a volé la vedette dans Archie Bunker's Place et The King of Queens, tout en écrivant des pièces sur le chaos interreligieux. Son fils, Ben Stiller, l'a plus tard appelée la seule convertie qui débattait du Talmud mieux que le rabbin. Et son héritage vit dans chaque comique juif qui ose rire de et avec son propre ADN. Arthur Miller, fils d'immigrants juifs polonais ayant tout perdu pendant la Grande Dépression, Arthur Miller transforma l'effondrement familial en Willy Loman dans Mort d'un commis voyageur. Un juif ordinaire, brisé par le rêve américain creux. Ses pièces étaient des champs de bataille moraux. Les sorcières de Salem attaquaient le macartisme à travers les procès de sorcières. Après la chute, luttaient avec la culpabilité de l'Holocauste. Et son mariage avec Marilyn Monroe, qui s'est convertie au judaïsme, est devenu une lentille à tabloïd sur l'antisémitisme. En défiant le HUAC en 1956, il a grogné « Mes ancêtres n'ont pas fui les pogroms pour que je dénonce des noms », consolidant ainsi son rôle de conscience de l'Amérique. Plus tard, il a lutté pour les Juifs soviétiques et les droits des Palestiniens, insistant sur le fait que l'art doit déranger les confortables. Sa maison à Brooklyn abrite encore la synagogue que son père a construite. Une fondation littérale pour l'homme qui a universalisé l'angoisse juive. Seka Sablik. Né à Zagreb, une force qui a esquivé les balles et les censeurs, Seka Sablik a utilisé le cinéma yougoslave pour faire passer des histoires juives à travers le rideau de fer. Née en 1952 dans une famille juive croate, elle a joué dans Le Boulot, un drame sur l'Holocauste interdit pendant des décennies, plaisantant plus tard. Le communisme n'a pas pu tuer ce que le fascisme n'a pas pu effacer. Lorsque les guerres des Balkans ont éclaté, elle s'est enfuie en Serbie, puis est revenue en Croatie pour cofonder le festival du film juif de Zagreb, ressuscitant des récits séfarades et ashkénazes, effacés par régime après régime. Laïque mais inébranlable, elle allumait des bougies de Shabbat sur les plateaux de tournage, disant aux équipes « C'est ainsi que nous les survivons ». Son héritage? La preuve que même dans les coins les plus sanglants de l'Europe, les histoires juives, comme Sablik elle-même, refusent de rester enterrées. Alla Nazimova. Née Miriam Edez, Adelaida Levington, en 1879 dans une famille juive de Crimée, Alla Nazimova s'est hissée des rues d'Odessa, assombrie par les pogroms, au rang d'aristocrate du cinéma muet, devenant la première diva d'art et essai d'Hollywood. Elle a anglicisé son nom pour échapper à l'antisémitisme, puis a construit un mur lavande, manoir, le Garden of Allah, où elle organisait des soirées avant-gardistes et jouait dans Salom, un échec teinté queer et infusé de yiddish qui l'a ruiné, mais a ensuite inspiré un culte révérence. Son style de jeu, forgé dans les théâtres yiddish de Saint-Pétersbourg, mélangeait hyper-réalisme et camp hypnotique, un mélange que les critiques qualifiaient de « trop juif pour l'Amérique grand public ».
mise sur liste noire après avoir refusé des rôles stéréotypés dans les films parlants. Davis. Né en 1932 d'un ouvrier juif de l'habillement à Brooklyn, Clive Davis a transformé un diplôme de droit en empire musical, signant Janis Joplin, Whitney Houston et Bruce Springsteen, tout en portant des costumes plus élégants qu'un do aigu d'un chanteur de synagogue. Orphelin à l'adolescence, il attribuait sa résilience à ses racines juives. Survivre n'était pas un choix, c'était génétique. En tant que PDG de Columbia Records, il a brisé des barrières pour les artistes noirs et juifs, mêlant soul gospel et éclat de Broadway. Son oreille légendaire, aiguisée dans les synagogues du Bronx, repérait les talents bruts. Mais son vrai succès était la philanthropie, finançant la recherche sur le VIH-Sida et les musées de l'Holocauste, déclarant un jour « Tikkun Olam n'est pas un slogan, c'est un plan d'affaires ». De Woodstock à sa propre bar mitzvah à 80 ans, Davis a prouvé que la musique pouvait être à la fois prière et profit. Harvey Lemke, né à Brooklyn, Harvey Lemke a transformé son slapstick expressif en une arme comique juive, volant la vedette en tant que le sergent gaffeur Bilko dans The Phil Silver Show, et plus tard, en terrorisant les adolescents en tant que le faux beatnik Eric Von Zipper dans les films Beach Party. Né en 1923, de parents yiddishophones, Lemke a masqué son identité juive dès le début, anglicisant son nom pour des émissions de radio. Mais son humour était imprégné de Borscht Belt, synchronisation. Ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, il a transformé l'absurdité de la guerre en réalisant la parodie célèbre des Monsters, de Lemon Grove, Les enfants rencontrent les monstres, un succès culte qui se moquait de la folie des monstres à Hollywood. En dehors de la scène, il dirigeait un atelier d'acteurs où des protégés comme Penny Marshall apprenaient à échouer de manière amusante. Goldie Hawn, une déesse Shiksa qui a embrassé le judaïsme avec le zèle d'une convertie. Goldie Hawn, née d'une mère juive qui a caché son héritage, a retrouvé ses racines après avoir épousé Kurt Russell. Son numéro de blonde écervelée dans les années 1970 montrait un côté plus léger, mais son rôle oscarisé dans Fleurs de cactus cachait des aspects plus acérés. Elle étudiait la Torah pendant les pauses, plaisantant plus tard. Rire, c'est plus facile en hébreu. En tant que productrice de Privat Benjamin, elle a créé une saga de princesses juives devenues soldats qui reflétait sa propre persévérance spirituelle. En dehors de l'écran, elle a financé des bat mitzvahs pour des filles défavorisées et transformé sa maison de Malibu en synagogue improvisée pendant les grandes fêtes. Lou Reed, né Louise Alan Rabinowitz en 1942. Brooklyn Lou Reed a abandonné son nom juif, mais pas son angoisse, canalisant des contradictions talmudiques dans les hymnes du Velvet Underground. Le magasin d'électronique raté de son père a inspiré le cauchemar juif américain du rock'n'roll, tandis que Berlin reflétait le traumatisme de l'Holocauste de sa grand-mère. Autoproclamé juif des grandes fêtes, Reed assistait rarement à la synagogue, mais gardait une mezouza sur son étui de guitare, disant à Rolling Stone « Dieu est dans le feedback ». Son album New York de 1989 critiquait la gentrification et les néo-nazis avec une colère prophétique. Et il a épousé Laurie Anderson sous une choupa en 2008, plaisantant « Même les punks ont besoin d'un mignon ». En mourant en 2013, il a laissé des instructions pour que ses cendres soient mélangées avec de l'encre. Un dernier clin d'œil au scribe de la Torah, dans son sang. Gene Wilder. Jérôme Silberman, le garçon de Milwaukee qui est devenu Gene Wilder, a transformé la névrose juive en magie cinématographique. Le traumatisme de l'Holocauste de sa mère a alimenté la peur maniaque de l'échec du producteur, tandis que la fantaisie de Willy Wonka masquait une douleur plus profonde. « J'ai joué Wonka comme un rabbin blessé », a-t-il dit. Marié à Gilda Radner, il a défendu des causes juives, finançant la recherche sur le cancer après sa mort et narré des documentaires sur l'Holocauste avec son murmure caractéristique. Wilder a caché son judaïsme tôt, craignant d'être catalogué, mais la scène Put in on the Ritz, dans Young Frankenstein, une danse semblable à celle d'un golem, est devenue un hommage secret à ses racines. Son dernier rôle ? Écrire des mémoires sur les dîners de Shabbat avec Mel Brooks, où la seule chose sacrée était la soupe au poulet. James Lapine. Petit-fils de rabbin qui a échangé la Torah contre des Tony Awards, James Lapine a transformé Broadway avec l'audace de la narration juive. Collaborant avec Stephen Sondheim sur Sunday in the Park with George, il a tissé des thèmes de l'héritage et de la création, reflétant la fuite de ses propres ancêtres de Russie, pogroms. Ces falsettos ont redéfini les familles juives queer sur scène, tandis que le chaos moral d'Into the Woods faisait écho au débat talmudique. Élevé dans un milieu laïque dans l'Ohio, Lapine s'est reconnecté avec le judaïsme après avoir adopté des filles, disant dans la préface « Je voulais qu'elles sachent que la survie n'est pas seulement un dispositif de l'intrigue. » Maintenant professeur à l'université de Yale, il encadre des dramaturges pour qu'ils argumentent avec la tradition. C'est la chose la plus juive que vous puissiez faire. Harold Ramis.
né en 1945, et in town. Herbert Lom, né Herbert Karel Angelo Kuchetowicz ze Sluderpakru en 1917 dans une famille juive à Prague, Herbert Lom a fui la Tchécoslovaquie occupée par les nazis en 1939. Échappant de justesse à l'Holocauste qui a décimé une grande partie de la population juive d'Europe, il a anglicisé son nom en Lom et a lancé une carrière dans le théâtre et le cinéma britannique, devenant un pilier du cinéma d'après-guerre. Le regard perçant de Lom et sa voix imposante faisaient de lui un méchant recherché. Il a terrifié le public en tant que chef de gang psychopathe dans The Lady Killers et a apporté du poids aux épopées historiques comme Spartacus. Pourtant, son rôle le plus emblématique était comique. Le commissaire en chef Dreyfus, perpétuellement exaspéré, rendu fou par l'inspecteur Clouseau, maladroitement interprété par Peter Sellers dans la série La Panthère Rose. Bien que l'homme ait rarement abordé publiquement son identité juive, son évasion de Prague le hantait. Plus tard, il a réfléchi à la perte de membres de sa famille dans l'Holocauste, un traumatisme qui a renforcé son interprétation de personnages tourmentés. Malgré le typecasting en tant que méchants européens, il a embrassé sa niche. « Tucker, j'ai joué des nazis, des fous et Napoléon, tous avec le même accent. » Polyglotte maîtrisant 6 langues, l'homme écrivait également des romans et peignait. Son héritage perdure dans sa rare capacité à équilibrer menaces et vulnérabilité, prouvant que même les méchants pouvaient être inoubliables. Il est décédé en 2012 à 95 ans. Shari Lewis, né Sonja Phyllis Hurwitz en 1933 d'un père magicien juif et d'une mère qui prônait l'éducation, Shari Lewis a transformé son amour d'enfance pour la marionnette en un héritage de rire et d'apprentissage. Son père, professeur à l'université Yeshiva, lui a inculqué le pouvoir de raconter des histoires, un don qu'elle utiliserait plus tard pour redéfinir la télévision pour enfants. Fuyant le milieu dominé par les hommes de la marionnette des années 1950, Lewis a tracé sa propre voie avec une chaussette nommée Lamb Chop. Son émission, Lamb Chop's Play Along, est devenue un phénomène des années 90, mêlant chansons entraînantes et leçons subtiles sur l'équité et la gentillesse. Valeurs enracinées dans son éducation juive. Dans les coulisses, elle se battait contre les dirigeants qui qualifiaient son travail de fait pour les filles. Pourtant, son esprit et sa chaleur lui ont valu 12 Emmy et des générations de fans. Bien que rarement manifeste, son identité juive a façonné sa mission. Elle a discrètement tissé des récits de communauté dans ses scripts et est devenue plus tard une ardente défenseuse de l'éducation sur l'Holocauste, veillant à ce que les chapitres les plus sombres de l'histoire ne soient pas oubliés. Sa fille, Mallory, perpétue aujourd'hui l'héritage de Lamb Chop, un témoignage de la conviction de Louise que le divertissement doit autant guérir qu'amuser, de sa première marionnette, fabriquée lors de sa convalescence adolescente après une opération, à son dernier spectacle en 1998, Shari Lewis a prouvé qu'une chaussette, une chanson et un peu de chutzpah pouvaient changer le monde. Un enfant, David Mamet, né en 1947 dans une famille d'immigrants juifs d'Europe de l'Est à Chicago, David Mamet a transformé le rythme et l'ambiance de la vie juive urbaine en or théâtral. Ses pièces, comme Glengarry Glen Ross, crépitent avec le Mamet Speak, un rythme saccadé qui résonne avec les cadences des rues imprégnées de yiddish de ses ancêtres. Se proclamant talmudiste de coin de rue, Mamet a puisé dans son éducation laïque pour des histoires de magouilleurs et de brise-cœur. Mais c'est son film de 1991, Homicide, qui a révélé son âme juive, suivant la crise identitaire d'un agent du FBI face à la violence antisémite. Plus tard dans sa vie, il a choqué ses fans en adoptant le judaïsme orthodoxe, échangeant sa rébellion en veste de cuir pour l'étude de la Torah, déclarant « Le judaïsme n'est pas une foi, c'est la vérité ». Le parcours de Mamet n'a pas été sans controverse. Son passage de fervent libéral à provocateur conservateur a divisé les audiences, mais son impact sur la narration juive reste indéniable. Qu'il s'agisse de disséquer la cupidité dans Glengarry ou de se quereller avec les critiques sur Twitter, le travail de Mamet pose une question incessante. Qu'est-ce que cela signifie d'être juif dans un monde qui ne cesse de regarder? Jerry Douglas, né Gerald Rubinstein en 1930 dans une famille de Brooklyn fuyant l'Europe de l'Est. Pogrom, Jerry Douglas est devenu la voix juive la plus durable de la télévision de jour. Pendant près de 40 ans, il a interprété John Abbott dans Les Feux de l'amour, un rôle qui a brisé les barrières en incarnant un patriarche fièrement juif dans un genre dominé par des archétypes WASP. Hors écran, la vie de Douglas reflétait la résilience de son personnage. Marié à la survivante de l'Holocauste Kate Bowman, il a transformé leur histoire d'amour en activisme, organisant des visites guidées à Auschwitz et collectant des fonds pour les survivants.
Nous ne pouvons pas laisser la haine réécrire l'histoire, disait-il, sa voix tremblant sous le poids des proches perdus.